Maintenant, nous allons faire un vrai focus sur le rôle de Product Owner, ses activités, qu'est-ce qu'il fait, quels événements il participe, et en dehors de ces événements, quelles sont ses principales activités. Et on va, comme d'habitude, se baser sur la déclaration du guide Scrum. Donc le guide Scrum, il nous dit que le Product Owner, il est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe Scrum, et que la façon de jouer ce rôle peut varier grandement suivant les organisations, les équipes Scrum au sein de la même organisation, et même des individus, que ce soit des membres de l'équipe ou des parties prenantes. Alors on va reprendre ces deux phrases et vraiment les décortiquer comme d'habitude, et c'est vraiment le travail qu'il faut faire avec le guide Scrum, c'est le décortiquer, essayer de comprendre pourquoi tel ou tel adjectif ou adverbe ou verbe est utilisé, dans quel sens, qu'est-ce que ça apporte concrètement. Donc le product owner, il est redevable, c'est-à-dire qu'il est vraiment là responsable, hein. C'est lui qui rend des comptes sur cet aspect-là, et c'est lui qui rend principalement des comptes sur cet aspect-là, c'est maximiser la valeur du produit. Alors, la valeur du produit, il faut bien, pour pouvoir la maximiser et en être redevable, que le product owner l'identifie. Ça veut dire qu'un product owner, contrairement à un chef de projet qui n'avait à gérer que du budget, le product owner, il doit également gérer du budget, mais il doit aussi gérer de la valeur. C'est-à-dire qu'est-ce que ce produit il apporte. Donc il n'a pas simplement à gérer la colonne de débit, si je fais un raisonnement bêtement comptable, mais il doit aussi gérer le crédit. Et ça permet d'avoir une autre approche de la manière dont on gère les projets, parce qu'on va pouvoir jouer à la fois sur les coûts, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la valeur du produit. Alors je vais prendre un exemple extrêmement simple pour comprendre. La valeur du produit, si je fais un site e-commerce, elle est très facile à mesurer. C'est le chiffre d'affaires que ça me rapporte. Si je fais un site e-commerce et que ça rapporte à ma compagnie un chiffre d'affaires supplémentaire d'1 million tous les mois, la valeur de mon produit, c'est 1 million par mois, c'est 12 millions à l'année. Je peux investir dans ce produit-là. Je peux même investir beaucoup. Et si la valeur de mon produit, elle est doublée, ça justifie largement des investissements supplémentaires. Si je me rends compte en cours de réalisation de mon produit, dès ma phase de MVP, dès mes premières mises en production d'incrément de produit, si je me rends compte que la valeur est largement supérieure à ma prospective initiale, à ma vision du produit, eh bien je vais pouvoir, lors d'une revue, informer toutes les parties prenantes et leur dire on a des opportunités de business. C'est intéressant potentiellement d'investir davantage sur ce produit parce qu'il a plus de valeur que ce que l'on espérait initialement. A l'inverse, si j'ai pas la valeur initialement prévue qui est au rendez-vous, eh bien là je vais commencer à me poser des questions sur l'investissement. C'est une situation un peu plus complexe parce que soit j'investis davantage pour atteindre les seuils de valeur minimum que j'envisageais initialement, auquel cas je vais réduire mon retour sur investissement. Je vais réduire la rentabilité de mon produit. Soit au contraire, je souhaite conserver la rentabilité de mon produit intacte. À ce moment-là, je vais réduire mes investissements ultérieurs. Donc ça, c'est vraiment une manière de gérer la valeur d'un produit. Et là encore, hein, pour ça, il faut identifier la valeur du produit. Sur un site marchand, la valeur est très facile à identifier. C'est le chiffre d'affaires. Pour d'autres produits, c'est un petit peu plus compliqué, notamment des produits de R&D, des produits ou si on reste dans l'informatique, des produits de gestion. Qu'est-ce qu'ils apportent comme valeur à l'entreprise? Si je prends par exemple un produit qui est basé vraiment sur le cœur de ce qu'on peut trouver dans un système d'information aujourd'hui, un ERP, eh bien un ERP, je peux mesurer sa valeur parce qu'il remplace efficacement un certain nombre de ressources humaines qui autrefois faisaient un travail par exemple de comptabilité, de dactylographie des fiches de paye. Eh bien tout ça, mon ERP le remplace. Donc sans cet ERP, je suis obligé d'avoir des sténodactylos qui vont faire de la saisie de fiches de paye à la fin du mois. Donc la valeur de ce produit-là, elle est mesurable. Deuxième élément qu'on peut inspecter, c'est la manière de jouer ce rôle, c'est-à-dire la manière de maximiser la valeur. Ça va varier grandement en fonction des organisations, des équipes, des individus et bien sûr des produits également.
Je ne vais pas maximiser la valeur de différents produits de la même manière en fonction des produits, des organisations, des équipes et puis des gens avec qui j'interagis. Je ne vais pas apporter la même chose en tant que product owner en fonction des différents stakeholders. Et on va voir, on fera un petit chapitre sur les stakeholders et comment il faut gérer les stakeholders. On va voir qu'on ne les gère pas tous pareil. Alors le product owner, il est également redevable de la gestion efficace du backlog de produits. C'est d'ailleurs de cette manière qu'il peut au mieux maximiser la valeur du produit. Il a vraiment cet élément-là qui est l'organisation du backlog de produits, qui est le point clé sur lequel il peut s'appuyer. L'autre élément consistant à nourrir suffisamment efficacement l'équipe, mais ça passe par la gestion du backlog. Donc en fait, son vrai point d'entrée au product owner pour maximiser la valeur, c'est la gestion du backlog de produits. On va voir que quasiment tout passe par cet élément-là. Ça consiste à 4 points: formuler et communiquer explicitement l'objectif de produit. Et vraiment, par expérience, plus l'objectif de produit est clair, plus il est transparent, plus on le comprend de manière simple, limpide, et plus ça va créer de motivation au sein des différentes équipes, plus ça va créer de la cohésion entre les équipes et les parties prenantes, moins il y aura de dissensions, d'avis divergents, de disputes éventuellement, et plus on va avoir tout le monde qui avance dans le même sens et de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est le point clé. C'est une des premières choses que devraient faire tous les product owners, c'est clarifier les objectifs des produits et rendre ces objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, achevables, réalistes et temporellement définis. C'est vraiment une très très bonne pratique que doit faire le product owner. Et on va voir que dans Scrum, des objectifs, c'est pas ce qui manque. On est vraiment sur du pilotage par les objectifs. Il doit créer et communiquer clairement les éléments du backlog de produits. Donc c'est lui qui les crée. C'est le product owner qui crée les éléments dans le backlog de produits. Ce n'est pas des business analysts qui font partie potentiellement des stakeholders. Ce n'est pas des managers, ce n'est pas des représentants des utilisateurs, ce n'est pas des consultants ou des spécialistes. C'est le product owner qui a la responsabilité de créer ces éléments. Maintenant, il peut déléguer, mais c'est lui qui reste responsable de ce qui est créé. Donc, attention, c'est vraiment de sa responsabilité, la création de ces éléments. Et ensuite, il doit les communiquer clairement, c'est-à-dire être en capacité, si ce n'est pas lui qui les a créés, être en capacité de les expliquer, d'expliquer pourquoi on a ces éléments-là, qu'est-ce que ces éléments-là font dans le backlog, pourquoi ils sont à cet endroit-là, pourquoi ils ne sont pas plus hauts, pourquoi ils ne sont pas plus bas. Qu'est-ce que ça contient concrètement, qu'est-ce qu'on attend, comment est-ce qu'on va s'assurer que ces éléments répondent bien à un vrai besoin, soit des consommateurs, soit du métier, soit des utilisateurs, peu importe le contexte. Mais il doit être capable de communiquer clairement sur ces éléments. Troisième point, il doit ordonner ces éléments dans le backlog de produits. Ça peut être une priorisation, mais ça peut être tout ce que le product owner a envie de faire. Ce n'est pas forcément les éléments les plus importants qu'il va mettre en premier. S'il a une équipe de juniors, il aura peut-être plutôt envie de mettre des éléments plus simples en premier, et pas forcément des éléments très prioritaires jusqu'à ce que l'équipe elle monte en maturité. Enfin, dernier point, il doit s'assurer que le backlog de produits est transparent, visible et compris. Donc ça, il doit en avoir l'assurance. Il doit être sûr et certain que c'est transparent, visible et compris. Alors pour avoir l'assurance de quelque chose, pour s'en assurer, très souvent, il vaut mieux demander aux gens de reformuler. Donc c'est ce que le product owner va faire systématiquement avec l'équipe quand il utilise le format des user stories, le fameux format des 3C. Il y a bien une communication, il doit y avoir une compréhension entre le product owner et le reste de la Scrum Team, entre lui et les développeurs, pour s'assurer que c'est compris, que c'est transparent et que c'est visible. Mais il doit s'assurer que c'est visible pour tout le monde, pour les parties prenantes. Si le product owner a son backlog de produits sur Jira, est-ce que les parties prenantes ont accès à Jira?
Est-ce qu'il a fait créer les accès Jira pour les parties prenantes? Ils doivent pouvoir aller voir le backlog de produits pour avoir de l'information sur le développement du produit à n'importe quel moment dans le sprint. Ça aussi, c'est une bonne pratique. Ça fait partie de la transparence. Le product owner, il n'a pas besoin de se cacher derrière des PowerPoint qui va mettre 2 jours à préparer avant la revue de sprint. Ça, c'est vraiment du gaspillage d'énergie. Il vaut mieux présenter le backlog de produits plutôt que de passer beaucoup de temps à préparer des PowerPoint. Donc voilà les 4 grands éléments que le product owner peut faire pour gérer son backlog de produits, et on reviendra sur ces éléments bien plus en détail par la suite. Alors, le product owner, il maximise la valeur du produit, ok, c'est très bien, mais si on prend le triptyque de pilotage de projet un peu classique, hein, eh bien en fonction de l'axe sur lequel le product owner peut jouer, si c'est le périmètre, le délai ou la qualité. Alors à mon sens, on ne peut pas jouer sur l'axe coût, hein, c'est pas vraiment un axe sur lequel on peut jouer, bien que parfois on mette coût et délai en même temps. Mais je ne connais pas d'entreprise qui disent oui, on va rajouter de l'argent autant que nécessaire, tant qu'il y a besoin. Donc dans l'agilité, d'ailleurs, le coût d'un produit est lié à la valeur du produit. Il n'y a pas de problème à l'augmenter tant que la valeur augmente. Et de la même manière, il n'y a pas de problème à le réduire si le résultat de la valeur n'est pas au niveau des attentes initiales. Donc, en fonction de l'axe sur lequel on va travailler, le product owner ne va pas maximiser la valeur de la même manière. Parfois, il mettra l'accent sur un certain nombre d'éléments qui doivent faire partie absolument du périmètre, et il va ordonner son backlog de produits dans ce sens-là. Parfois, il mettra plus l'accent sur de la qualité, parfois, il mettra plus l'accent sur des délais, parce qu'il souhaite avoir un MVP très très tôt, ça c'est vraiment son objectif principal. Et puis, pour certains produits, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire l'impasse sur les délais. Si c'est un produit qui bénéficie pour son lancement d'un événement, par exemple un jeu vidéo, si vous le sortez au mauvais moment, c'est pas une bonne idée. Ça va impacter considérablement la valeur du produit. Donc là, le délai, c'est un enjeu très fort sur un produit de ce type-là. Donc voilà, en fonction de cet axe, le product owner, déjà, il ne gérera pas son backlog de produits de la même manière. Et en fonction des objectifs de son plan de release, là encore, il va organiser différemment son backlog de produits afin d'atteindre les objectifs en cours, les objectifs de la release. Donc, ces deux éléments-là vont structurer le backlog de produits. Un backlog de produits, c'est pas simplement, je mets en premier les éléments qu'on m'a demandé en premier, puis au fur et à mesure qu'on m'en demande, je les empile en dessous. C'est pas comme ça que ça marche. On doit le réorganiser régulièrement. C'est pas non plus le stakeholder qui crie le plus fort qui a raison, et c'est pas ses demandes à lui que je traite en priorité. Ça, c'est un product owner qui manque vraiment d'épaisseur, hein. Donc, si on revient sur la manière de gérer ce backlog de produits, le product owner, il va définir la valeur de chaque élément pour pouvoir, par exemple, les classer par ordre de valeur. Ou il va les classer en fonction de sa vision des différentes releases. Mais à l'intérieur d'une release, on peut encore hiérarchiser ces éléments et dire il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres, même au sein d'une release. Donc il faut bien avoir une notion de valeur qu'on va appliquer à chaque élément du backlog de produits pour pouvoir les hiérarchiser, et que lorsque cette notion de valeur elle est partagée avec les parties prenantes, et bien à partir de là, le product owner il a les mains libres. Parce que tout le monde est d'accord pour identifier la valeur d'une manière bien précise. Donc le product owner, il n'aura aucun problème à dire j'ai privilégié le développement de cet élément-là par rapport à celui-ci parce qu'il apportait plus de valeur. Et on est tous d'accord que la valeur de ce produit, c'est le chiffre d'affaires qu'il génère. On est tous d'accord pour dire que cet élément a plus de valeur que celui-là, donc c'est lui qui passe en priorité. Ça règle beaucoup de débats, ça évite plein de réunions qui sont en fait des controverses, qui sont en fait des luttes d'influence et qui ne font pas vraiment avancer le développement du produit. Donc quelques exemples d'éléments sur lesquels il peut s'appuyer pour identifier la valeur
des items de son backlog. Les retours des stakeholders, au travers d'une valeur business, eux peuvent dire, cet élément a plus de valeur business que celui-là. Ça peut être des business owners dans Safe par exemple, ou des business analysts, ou des spécialistes, ou des managers, des chefs de service, qui vont indiquer une valeur business. Ça peut être les estimations de complexité de l'équipe, un coût en story point. Ça va pondérer le positionnement d'un certain nombre d'éléments. Alors là, on a vraiment les deux éléments de base qui nous permettent d'organiser un backlog de produits, mais on peut en trouver d'autres. Il peut y avoir comme base une priorisation Moscow des objectifs et des moyens associés. Je priorise cet élément parce qu'il me permet d'atteindre un objectif must-have. Au contraire, je vais déprioriser celui-là parce qu'il ne me permet d'atteindre qu'un objectif could-have, ou mieux should-have. Moscow, c'est l'acronyme de must-have, should-have, could-have et want-have. Ça peut être en fonction de contraintes du projet ou de risques liés à un élément particulier. On peut déprécier un élément parce qu'on considère qu'il est risqué, on n'a pas la maîtrise technologique pour le mettre en œuvre. Donc en attendant par exemple une montée en compétence de l'équipe, on dépriorise pour l'instant cet élément. Ça peut être un ratio coût-délai tant dans la mise en œuvre que dans la maintenance. On peut déprioriser ou au contraire prioriser certaines approches ou privilégier une approche plutôt qu'une autre parce qu'elle coûtera moins cher en exploitation. Elle coûtera peut-être un peu plus cher initialement à l'investissement, mais beaucoup moins cher en exploitation et le product owner va gérer l'ensemble de ses coûts. Ça peut être aussi en fonction des impacts de l'élément sur la conduite du changement. Le product owner peut choisir de prioriser ou déprioriser un élément parce qu'il a trop d'impact sur la conduite du changement. Ça fera trop de changements pour les utilisateurs si je fais un changement complet des interfaces, par exemple. Eh bien, je pourrais faire un changement complet des interfaces avec une nouvelle technologie, elle m'apporterait un certain nombre d'avantages, mais je ne vais pas la mettre en œuvre parce que l'impact sur le change est pour l'instant beaucoup trop important. Ça peut être une raison de déprécier un élément. Ça peut être aussi en fonction de l'état d'avancement du projet. Si on est en avance ou en retard, on va pouvoir décider en tant que product owner de déprécier un certain nombre d'éléments, de dire finalement, on se contentera d'atteindre 80% de l'objectif, et donc on va mettre les éléments qui nous permettraient d'atteindre les 20% qui manquent très loin dans le backlog de produits. On cherchera à atteindre d'abord d'autres objectifs, puis s'il nous reste du temps, du budget, eh bien on reviendra sur cet objectif-là. Mais pour l'instant, on déprécie ces éléments. Ça peut être enfin un indicateur de confort ou de satisfaction des utilisateurs qui fait qu'on va prioriser ou au contraire déprioriser certains éléments. Si on a un taux de satisfaction des utilisateurs suffisant, on peut déprioriser des éléments de confort qui n'ont de sens ici que d'apporter un niveau de satisfaction aux utilisateurs. Donc le PO, il doit avoir une vision claire du périmètre du produit. Il doit donner un sens et un objectif à chaque sprint. Pour ça, il faut qu'il ait une vision claire de son produit, on est bien d'accord. Et tout ça en respectant une cohérence d'ensemble, c'est-à-dire que les objectifs qu'il donne au moment d'un sprint ou d'une release doivent faire sens avec l'objectif du produit. Il ne s'agit pas de faire un grand virage à gauche, un grand virage à droite, et puis tout le monde est perdu, on ne sait pas trop où on va. Tout ça doit avoir un sens et une cohérence. Il va trouver ce sens et cette cohérence au travers de son plan de release et en inspectant l'incrément, où est-ce que l'on en est actuellement. Alors, attention, le guide Scrum, il est très très léger. C'est 15 pages, le guide Scrum 2020, les versions précédentes étaient un peu plus vastes, et donc il faut être attentif au sens de chaque mot. Si on regarde là entre la version 2020, la version 2017 et quasiment une des premières versions, celle de 2010, on voit que la définition du backlog de produits a évolué. Rien qu'entre 2020 et 2017, c'est aujourd'hui une liste ordonnée et émergente, alors qu'avant c'était juste une liste ordonnée. Il n'y avait pas la notion d'émergente. Et encore avant, c'était une liste priorisée. Alors, on est passé de prioriser à ordonner pour laisser plus de marge de manœuvre au product owner.
C'est pas simplement, on comprend bien aujourd'hui que le Product Owner, il ne donne pas uniquement, enfin, il classe pas son backlog uniquement par priorité. C'est un peu plus subtil que ça. Donc ces différences, elles peuvent sembler vraiment minimes. Oui, ok, prioriser, ordonner, c'est pas ça casse pas quand même trois pattes à un canard. On est bien d'accord. Mais c'est important de comprendre pourquoi ça a été fait. Donc là, je vous ai dit, entre prioriser et ordonner, c'est pour donner plus de marge de manœuvre au product owner, parce que c'est pas simplement une priorisation qui fait. Et puis, on voit qu'il y a des différences qui sont primordiales dans ces trois déclarations. On a une grosse différence entre ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Là, c'est ce que l'on a aujourd'hui dans la version 2020. Mais si on regarde ce qu'il y avait avant c'était tout ce qui est connu pour être nécessaire dans le produit. Et encore avant, c'était tout ce qui pourrait être nécessaire dans le produit. Pourquoi il y a eu cette évolution? Parce que quand vous mettez dans votre backlog de produits tout ce qui pourrait potentiellement être nécessaire pour le produit, vous vous retrouvez avec des trucs ingérables. Un backlog de produits avec 1000, 2000, 3000, j'en ai vu à 4000 lignes, c'est totalement ingérable. Au bout d'une dizaine de sprints, il y a le 4000e élément, on se dit qu'on ne va jamais l'atteindre. Ça fait même plus de sens, on ne sait même plus pourquoi il est là au bout de 6 mois. J'ai vu dans des backlogs de produits des éléments rester inchangés à leur position pendant plus d'1 an et demi. Ça ne sert à rien. 1 an et demi après, le besoin, mais s'il n'a pas évolué, je veux bien manger mon chapeau. Évidemment que le besoin a évolué, les technologies ont évolué. Alors ça sert à quoi d'avoir pris du temps pour écrire cet élément-là dans le backlog de produits alors qu'on ne l'a pas traité pendant 1 an et demi? Un backlog de produits, c'est quelque chose de vivant, ça doit évoluer. C'est pas la peine d'aller mettre dans le backlog de produits un élément qu'on fera dans 1 an. Ça sert à rien. Il vaut mieux dire au stakeholder qu'on a en face de soi et qui veut mettre cet élément-là, pour l'instant, non. Reviens voir dans 1 mois, 3 mois, 6 mois peut-être, mais pour l'instant, non. On ne le fera pas. Donc ça ne sert à rien de raconter des histoires, ça ne sert à rien de dire à un stakeholder, bah oui, je vais le mettre dans le backlog et puis en fait, je ne le ferai jamais. Ça n'a pas de sens, c'est du travail qui n'apporte aucune valeur. Donc en agilité, le travail qui n'apporte aucune valeur, c'est simple, on le supprime. Dans le Lean, ça s'appelle un MUDA. On supprime tout ça. Ça n'apporte pas de valeur, ça ne sert à rien, on le sait d'avance. Bah, autant dire non. Soyons simples. Donc, l'essentiel, quand on étudie ce guide Scrum et quand on cherche à comprendre le métier de Product Owner, c'est de se focaliser sur le pourquoi. Ça, c'est quelque chose sur lequel on revient souvent dans l'agilité. On le voit d'ailleurs dans la structuration du sprint planning. Pourquoi on fait ce sprint? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre l'objectif de ce sprint? C'est-à-dire le pourquoi. Comment on le fait? 3e étape du sprint planning. Eh bien, ces 3 éléments-là, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir en tête. C'est une grille de lecture pour analyser un backlog de produits, pour structurer, organiser un backlog de produits. On met toujours le focus sur pourquoi. Logiquement, le quoi va en découler. Et le comment apparaîtra de manière bien plus évidente. Donc, en résumé, sur ce backlog de produits, c'est une liste émergente et ordonnée de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. Le Product Owner ordonne le backlog de produits en permanence en fonction des enjeux du moment présent. Il doit avoir suffisamment d'éléments dans son backlog, une visibilité de ce qu'est son produit, et puis il doit être en capacité de dire, bah, si j'ai les finances pour faire encore 14 sprints, si mon backlog de produits déjà, j'estime que dans 14 sprints on n'aura pas fini, c'est pas la peine de rajouter des éléments qui présenteraient moins de valeur que ce qu'il y a déjà dedans. Ça ne sert à rien du tout. Autant dire non. Donc, il donne de la visibilité et du sens en identifiant les objectifs à poursuivre en ce moment. Le why. Il clarifie le why. Et avec les équipes, ils identifient les meilleurs moyens d'y parvenir. Le what. Donc ça, c'est du backlog refinement. On a vraiment déjà vu ces 2 éléments-là, je ne reviens pas dessus. Donc, organiser le backlog de produits, ça ne consiste pas à mettre les 8 fonctionnalités critiques en tête de liste, puis les coups d'ave en finissant par les nice to have. C'est pas comme ça qu'on organise un backlog de produits. Voilà, la prochaine fois, on regardera ensemble
un exemple d'organisation du backlog de produits.